Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 474 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Et aujourd'hui, c'est la suite, le 17e numéro de notre Top 100 joueurs NBA 2025, Top 100 participatif avec aujourd'hui Enzo du projet Le Roster et de son média La Relève NBA. Et puis comme d'habitude, pour soutenir le podcast, iTunes, Spotify, YouTube, petit like ou petites étoiles. Bienvenue dans le Basket Lab. Et donc, on se retrouve aujourd'hui pour le 17e numéro du Top 100 NBA 2025 participatif, Top 100 du Basket Lab, mais avec plein de monde, de médias différents. Et justement, je me fais tellement vieux que maintenant on accueille un nouveau qui s'appelle La Relève. Aujourd'hui, c'est Enzo. Comment ça va, Enzo ? Bah ça va super, et toi? Merci pour l'invitation. Très content d'être là dans un format que je te disais avant que je suis beaucoup et que j'aime écouter en allant au boulot, donc ouais, vraiment très cool et très content d'être là. Tu peux nous présenter un peu ton média ? Ouais, c'est ça. Bah à la base, je suis un compte Twitter qui parle un petit peu de tactique de son côté, et puis et puis cet été on a créé du coup avec Oscar, que j'ai rencontré sur le roster, le média pour lequel j'écris aussi de temps en temps. On a créé une chaîne YouTube et un podcast. On s'est un peu inspiré de Willou et Stan, pour ceux qui connaissent un peu dans le YouTube foot, avec pour principe central les drafts, où on prend un petit peu un thème de joueur qu'on peut sélectionner à chaque fois avec des petites contraintes, et puis on en parle pour faire le meilleur roster possible, et puis toujours en essayant de parler un peu de jeu, de tactique, comme tu fais ici, parce que c'est ça qui nous passionne un petit peu le plus dans le basket. Et puis ouais, un peu d'analyse vidéo sur YouTube. Récemment, je me suis penché sur des vidéos qui vont faire des milliards de vues, parce que je parle de Trendon Watford et Keon Ellis. Et mais voilà, en tout cas on s'éclate bien. De mes chouchous, hein, tu sais que j'aime bien les deux en plus, Keon Ellis et Watford. Je crois que les deux font partie de mes All-Hipster Team. Donc, ah ouais. Donc, tu vois, on est fait pour s'entendre. Ouais, clairement. Mais donc oui, Enzo de La Relève Basket, c'est ça le nom du compte Twitter. Exactement. Du YouTube avec images évidemment, du podcast Draft & Pick, c'est ça, un Draft & Pick podcast sur Spotify, et le roster aussi. Tu écris sur le projet Le Roster. Tu peux aussi représenter un peu le projet Le Roster et l'actu du roster, avec sans doute un peu les previews qui vont arriver sur le début de saison qui approche à grands pas. Bah c'est ça, surtout pour ce qui est du basket européen et français en particulier. Après, pour la NBA, il y a une série de 5 articles qui est sortie cette semaine. Enfin, je sais pas quand sortira le podcast, mais en tout cas très récemment dans tous les cas, où on a fait un petit peu une projection des meilleurs joueurs par poste pour ce qui est de l'année prochaine. Donc on était 7 ou 8 rédacteurs à avoir fait ça. C'est assez intéressant parce qu'on a vu pas mal de choix un petit peu hasardeux, mais il y avait des petites justifications, et puis c'est un format un peu plus léger où j'ai pu écrire quelques blagues, et non, franchement très cool. Quelle idée de faire des classements, hein. C'est un peu casse-gueule, hein. Je comprends pas que vous fassiez des classements. Ouais, surtout les publier sur Twitter après, c'est vraiment la meilleure idée possible. Voilà, donc Enzo, je suis ravi de te recevoir en tout cas sur le Basket Lab pour ce format, le Top 100. En plus, tu peux attester, hein, je t'ai proposé avant que tu m'aies fait plein de compliments en disant que tu l'aimais bien ce format, on est d'accord. Oui, c'est ça, je montre pas de blanche. Non, mais je suis ravi de te recevoir sur ce format. Donc le Top 100, oui, je réexplique tout de même pour ceux qui arrivent en cours de route. Le Top 100, on a une playlist de 100 noms qui a été faite avec les auditeurs sur Twitch. On prend à chaque fois 5 nouveaux noms, on les classe, on les rajoute au classement petit à petit. On a déjà fait 16 numéros, donc on a un top 80. On se rapproche de la fin, plus que 4 numéros. À la fin de cet épisode-ci, on aura un top 85. Mais avant de passer à la cuvée du jour, est-ce que tu as des remarques sur le classement actuel, le top 80, des demandes de reclassement notamment? Bah là, comme ça, il y a rien qui me choque. Je trouve ça plutôt très cohérent. Parce que du coup, avec Oscar, on a fait un top 100 de notre côté, pareil, un petit peu sur les mêmes critères par rapport à la saison qui vient de s'écouler. On l'a fait au mois de juillet. Du coup, j'ai un petit peu en tête mes classements et les quelques différences. Il n'y a pas vraiment beaucoup de différences sur ce qui a été fait pour l'instant, hormis Pascal Siakam, que j'aurais pas mal plus haut. Aussi par rapport du coup au très bon run des Pacers en playoff, que j'aurais pas de mal à valoriser au-dessus jusqu'à peut-être Jimmy Butler. Après, ça fait pas beaucoup d'écart, mais je remontrerais bien Pascal Siakam personnellement. Donc Siakam est 31 à peu près aujourd'hui, au niveau de mecs comme Zubac, Sabonis, Randle est pas loin, non, il est un peu en dessous, Randle, il a baissé.
Je crois qu'il y a Alperen Sengun un peu au-dessus, Banchero. Je pense que pour moi, la limite un peu principale, c'est le petit volume, on va dire. En tout cas, tu vois, quand tu prends les places au-dessus, c'est un peu des gros volumes de création, de type voilà, des Wagner, des Kairi, des Harden, un peu moteur principal d'attaque. C'est vrai qu'après, tu me diras, il y a aussi des mecs qui sont pas non plus à ce point gros volume ou alors moins intéressants. Je pense à Banchero qui est par là, mais parce qu'il était blessé. Draymond Green aussi est par là, mais pour la défense surtout. Donc ouais, mais par rapport au volume, ça te dérange moins. Alors ce côté où c'est pas non plus un immense volume de création. Bah, dans la mesure où c'est un peu le cas de tous les joueurs des Pacers et que ça semble ne pas du tout pénaliser l'équipe, puisque c'est un peu la façon de se jouer de l'équipe de Carlisle depuis quelques années déjà. Non, ça me dérangerait pas. Et puis aussi l'impact défensif où voilà, Pascal Siakam est encore un excellent défenseur comparé aux certains mecs qui sont au-dessus de lui comme Sengun ou Banchero, quoi. Oui, et puis on peut aussi dire qu'il y a moins de création que Sengun ou Banchero en soi, mais avec un rendement quand même beaucoup plus intéressant et une défense qui est largement supérieure. Donc oui, non, ça me va de remonter un peu là, du coup, jusqu'à Butler. Alors, Butler et Draymond Green, un peu, on le met par là, de quelques places. Ça me va. On peut le remonter ici, ouais, ok, très bien. D'autres remarques sur le classement, des demandes un peu de tout changer? Non, juste peut-être, je suis un très grand fervent du joueur qu'est Scottie Barnes. J'ai vraiment un joueur clivant à classer, je trouve. Ouais, non, en fait, je l'ai plus bas dans mon classement perso, mais quand je vois les noms qu'il y a en dessous, en fait, je me dis je l'ai peut-être un peu sous-coté dans mon classement cette saison. Parce que c'est vrai qu'il y a le côté où on connaît la théorie du joueur, où c'est un joueur avec du passing, excellent défenseur, etc., très inefficace. Mais il y a quand même une vraie grosse baisse d'efficacité cette saison. Et un rôle dans les Raptors qui n'a pas été au niveau au-delà de ça. Je trouve qu'il n'a pas vraiment fait ce qui était demandé. Mais ouais, c'est vrai que j'aurais du mal peut-être à le mettre un peu plus bas. Donc non, je pense que... Non, mais t'inquiète pas. En fait, tous les joueurs ne sont pas rentrés dans le classement, donc peut-être qu'il va baisser naturellement si on rajoute des mecs au-dessus qui sont pas encore, pas encore dans le classement. Mais ok. Et donc la cuvée du jour, tu as une belle cuvée en plus aujourd'hui, puisque ta cuvée, c'est du Stephen Curry, c'est du Dyson Daniels, du Stephen Castle. D'ailleurs, on va en parler de ce jeune. Est-ce qu'il fait bien d'être là ou pas? Bradley Beal et Isaiah Hartenstein, premier jet, avant qu'on en discute un peu un par un. Comment est-ce que tu as classé ces 5-6 entre eux? Là comme ça j'aurais Curry en 1, ouais. Un peu d'hésitation entre Hartenstein et Beal, mais je mettrais quand même Hartenstein devant. Okay. Beal en 3, Daniels en 4 et Castle en 5. Ouais, je suis un peu d'accord. Vu que, je rappelle, l'exercice du jour, c'est d'évaluer ce qui s'est passé en 2025. Je pense que, tu vois, en théorie, un créateur comme Bradley Beal peut aller taper plus haut. Mais dans les faits, on a un Bradley Beal qui a été limité à petit usage et de l'autre côté, Hartenstein qui a eu plus de minutes que prévu aussi, avec la blessure de Chet. Donc, ouais, je te rejoins un peu sur ce classement. Mais alors, très bien. Vu qu'on a on a fait ce premier jet, on peut enchaîner en détail au niveau de ces joueurs-ci. Tiens, Hartenstein, si tu veux bien, commençons par lui. Hartenstein, 28 minutes de jeu par match pour lui cette saison, 57 matchs. Au niveau des stats brutes, on est 11 points, 11 rebonds et 4 assists de moyenne, 16% d'usage, donc un volume de responsabilité assez faible, plutôt efficace aussi cette saison, même si on n'est pas autant que la période de Onyx, évidemment. Mais c'est vrai que pour te lancer, heureusement qu'il était là pour la régulière, notamment parce qu'il a un peu permis de tenir la baraque pendant que Chet, malheureusement, était blessé. Bah ouais, c'est ça, après le début de saison canon d'Holmgren, où on le voyait tous aller chercher un deep boy, pourquoi pas, et il était vraiment impressionnant, et c'est ça le point principal de sa saison, où je pense que ceux qui suivaient la NBA d'un peu plus loin, ils pensaient pas qu'on avait un joueur d'une telle qualité avec Isaiah Hartenstein, capable d'être aussi un excellent défenseur du panier, mais aussi avec des grosses qualités offensives, et c'est ça qui m'a surtout marqué cette saison. Ce soit son passing que j'adore, ça en fait vraiment, je pense, un de mes joueurs favoris, où il a vraiment un passing ultra complet pour un pivot, que ce soit du coup au poste haut, avec aussi pas mal de très bonnes lectures sur short roll, et j'ai des bons souvenirs de feintes de passe de Hartenstein sur short roll qui sont vraiment magnifiques à voir, et c'est pas
c'est pas pour beaucoup de joueurs de son profil, je trouve, d'être aussi complet et aussi intéressant à regarder jouer. Et puis il rentre parfaitement aussi dans les systèmes d'OKC avec son playmaking défensif où là il est vraiment élite et il a parfaitement remplacé Holmgren dans ce style-là. Oui, et en même temps, c'est un peu paradoxal parce que, enfin, on en parlait beaucoup à l'époque saison 2024 au Knicks. Pour moi, c'était un vrai excellentissime pivot titulaire NBA, quoi. Peut-être pas à top 5, hein, on va pas aller taper Jokic et Embiid, etc. Mais pour moi, c'est un excellent pivot qui donc va signer un chèque qui, à mon avis, était peut-être un peu exagéré, mais pas tant que ça. Et donc, il y a un peu ce paradoxe de, bah tiens, en fait, c'était un top pivot titulaire. Et là, on dit qu'on est surpris que, bah tiens, heureusement qu'il était là parce que le titulaire a été blessé. Donc, Hartenstein a pu un peu augmenter de volume. Tu vois, il y a un peu ce côté bizarre il était promis à un rôle un peu plus mineur, mais finalement, il l'a pas eu ce rôle mineur. Il a eu un rôle majeur. Et ce qui est bien, c'est qu'on a vu aussi en playoff, jusqu'en finale NBA. En finale NBA, la vitesse des Pacers, ça fait qu'on a un peu changé de fusil d'épaule en termes de line-up et de minutage. Mais même au niveau des playoffs, il avait été aussi recruté, je pense, hein, pour le côté défense on-ball et solidité. Même si Chet a bien défendu Jokic à certains match-ups qu'on avait été cortiqués en tout début de saison. Mais tu vois, l'utilité principale, c'est qu'en fait, il permet d'être en premier rideau sur un Jokic, notamment, et que ça libère totalement off-ball la valeur de protecteur de panier, de libéro défensif, de Chet, quoi. Donc, il y a aussi au-delà de tout ce qu'on peut dire de bien sur lui, attaque-défense, même au niveau de la valeur structurelle, c'est que ça permet d'optimiser encore plus Chet autour de lui, en attaque comme en défense. Et l'autre côté, c'est pareil. Quand tu as à ce point peu de bons shooters, bon, bah, avoir Chet dans le périmètre, c'est bien, c'est un des seuls bons shooters. Et tu perds pas non plus sur le pick and roll parce que ton partenaire, ça peut être Hartenstein. Donc ça, tu vois, tu as quand même un autre poseur d'écran intéressant. Donc au final, cette doublette, je pense que certains un peu réticents pouvaient s'attendre à, bah mince, ça va être un backup payé très cher. Dans les faits, on n'a pas eu trop ça, quoi. On a eu un mec qui était à 28 minutes par match, titulaire pas mal de temps, et titulaire y compris quand Chet était là. Ouais, c'est ça, c'est une vraie réussite. Et c'est vrai que tu as mentionné le fait qu'il a eu un gros contrat. Et je me souviens qu'au moment où c'était sorti l'été dernier, il y avait eu pas mal de critiques ou d'interrogations, du moins, par rapport au gros contrat qu'il a signé cet été. Et je pense que là, plus personne ne se pose de questions là-dessus. Et puis ouais, pour la complémentarité avec Holmgren, je pense que ça va même, pourquoi pas, s'améliorer encore l'année prochaine parce qu'on a eu un peu des timelines qui se sont chevauchés pour les deux joueurs. Donc avec du coup Holmgren qui a été blessé en début de saison, après c'est Hartenstein qui a eu quelques absences pardon. Et puis sur des playoffs avec la diversité des profils qu'il y avait en face, c'était pas forcément utilisé toujours en même temps. Mais en tout cas ouais, c'est un profil que je value vraiment énormément. Je pense que moi, quand on va parler du classement, je le mettrais sans doute un petit peu plus haut que la moyenne. Et ouais, vrai pivot NBA. Que la moyenne du Basket Lab aussi, tu penses Je sais pas, je suis curieux. Moi, j'ai pas mentionné le fait que j'avais fait du coup un top 100 de mon côté avec Oscar en début de l'été. Mon classement a énormément surpris Oscar, donc on va voir un petit peu tout à l'heure qu'est-ce qui va en être pour Hartenstein. Ouais. Bon alors, c'est vrai que la différence un peu notable, mais qui à mon avis n'est pas majeure, parce qu'on parle de petit volume, c'est que l'an passé, il était ultra giga efficace. Cette année, il est juste efficace. Après, encore une fois, pour moi, c'est moins important parce que tu vois, c'est comme si tu avais tu le multiplies par moins vu qu'il y a moins de ballons, quoi. Tu vois, c'est pas comme si on parlait d'un créateur avec 30 tirs par match qui passe de plus 15 à plus 4%. Tu dis, ah ouais, il y a quand même une sacrée différence. Là, on parle d'un mec à un usage qui est finalement assez faible, donc ça n'a pas trop d'impact. Je veux dire, on n'a pas ressenti genre une mauvaise saison offensive. Par contre, ce qui est notable, c'est de voir que en termes de répartition de tirs cette année, et c'est un peu bizarre. Enfin, l'an passé, il était à beaucoup de tirs au panier. Cette année, ça a baissé de 73% de tirs au panier à peine 46. Et l'autre côté, c'est l'inverse, c'est-à-dire que on a un peu une explosion de la zone des flotteurs, la short mi-distance. Et je trouve que tactiquement, ça se voyait bien cette saison, où en fait, déjà premièrement, je pense que SGA n'est pas un aussi bon passeur de pick and roll que Brunson ne pouvait l'être. Peut-être aussi que le spacing n'était pas aussi bien. Mais surtout, tu vois, t'avais un côté tactique où les équipes, en fait, elles bouchaient l'espace à fond les ballons contre SGA. Et donc, plutôt que d'avoir des tirs faciles au panier sur des rolls ou ce genre de dunk un peu facile, il venait plutôt offrir une solution
tu sais, tête de raquette, ou un peu dans cette zone où il peut déclencher son flotteur, justement. Mais ce qui fait que voilà, t'as un peu ce fun fact où, en fait, sa fréquence de tir sur flotteur a augmenté, a explosé, et il l'aimait bien, mais on n'est plus sur le mec qui faisait un peu comme avant, des catch and finish, des dunks, des rolls au panier, où il était aussi très bon juste pour la finition sur des rolls, quoi. Donc ouais, c'est un peu l'aspect notable, mais je te rejoins que la valeur principale, c'est le passing, et tu vois, je parle un peu du duo avec SGA, mais je pense que le duo principal, ça a été aussi de mettre un peu les deux, Williams et Hartenstein ensemble, un peu en seconde unit, sachant que Williams est aussi un très bon créateur secondaire, voire même parfois primaire, mais associer un peu les deux, c'était bien parce que ça pouvait se faire dans un sens et dans l'autre. À la fois Williams, porteur de balle, et Hartenstein, poseur d'écran, ou même parfois tu donnais la balle à Hartenstein en jeu de main à main, dribble and off, et Williams pouvait un peu tourner autour. Et il y a un peu, mine de rien, ce côté plaque tournante chez Hartenstein, avec passe poste haut, passe à terre, etc. dans le périmètre. Et c'est aussi de là, je pense que la valeur vient pour son profil. Ouais, c'est ça, c'est que d'une certaine manière, il peut un petit peu annuler son absence de shoot en l'utilisant autant en tête de raquette ou above the break, comme on dit, avec ses qualités de passe qui permettent de quand même avoir un spacing intéressant avec tous les joueurs de coupe qu'on a du côté de Casey, et puis voilà la qualité et la gravité de certains shooters qu'il y a. Donc ouais, un profil vraiment intéressant, un joueur top. Et puis ouais, pour le short, le flotteur, pardon, c'est je pense que ça fait partie, le flotteur d'Hartenstein, main gauche, au niveau de la ligne des lancers francs, ou peut-être même un petit peu plus proche, qui va très très haut. Ça me fait penser un petit peu à certaines vidéos parfois que je vois passer sur un petit peu des go-to-move de role players qui semblent vraiment un petit peu indéfendables. Et ouais, c'est un petit peu le shoot d'Hartenstein, celui-là, j'ai l'impression. Et défensivement aussi, c'est hyper intéressant. Avec en plus ce truc, je sais pas ce que t'en penses, mais il est vu un peu comme... tu vois, en comparaison à Chet, on dit, lui, c'est le mec qui est plus lourd, plus grand, donc lui, c'est un défenseur de drop. Ouais. En l'occurrence, pas tant que ça, il est quand même hyper mobile, il fait des switches, et surtout, là où il est le mieux, je trouve que c'est sur les edges, monter au niveau de l'écran, un peu plus haut, un peu plus bas, mais grosso modo, monter au niveau de l'écran, et c'est pas tant que ça un défenseur qui va rester un peu bas par rapport à l'écran, en contrôle de la raquette, c'est pas trop son truc, au contraire, de manière un peu contre-intuitive peut-être pour beaucoup, mais il y a ce côté mobilité qui est top chez lui en fait. Sauf en fin de saison quand t'affrontes Luka Doncic et que tu te fais retirer sur des switches parce que Doncic met tous ses pull-ups à 3 points, c'est le fameux match de fin de régulière. Mais quand même, il y a la mobilité et la protection de panier, c'est un peu le combo, pas ultime, mais un combo hyper intéressant de ce côté et panier et périmètre chez lui aussi. Donc la valeur, je trouve, est assez intéressante défensivement également, quoi. En plus de playmaking défensif, les mains, etc. quoi. Ouais, c'est pas du tout l'archétype du joueur qu'on a l'impression que c'est quand on regarde un petit peu de loin. Oui. Comme tu as dit, ouais, il est vraiment capable de défendre toutes les couvertures du pick and roll. Et je le trouvais, comme tu as dit, je le trouve meilleur quand il faut défendre du switch ou des edge presque. Où là, je trouve vraiment qu'il sait très bien utiliser son envergure pour gêner les lignes de passe, etc. Et ouais, c'est intéressant de le rendre utile et de varier un petit peu les couvertures quand on a un joueur comme ça dans son effectif. Et donc niveau classement, surprends-moi, où est-ce qu'on le projette alors, Hartenstein dans le classement? Moi du coup dans le top 100 que j'ai fait de mon côté, c'était le joueur le plus haut parmi ceux qu'on peut considérer comme des role players, même s'il n'y a pas vraiment de définition claire, nette et précise, mais on va dire parmi les petits volumes. Donc je le mettrais environ aux alentours de OG, Avdia, Miles Turner dans cette zone-là. OG Anunoby 41, Avdia 42. Ouais. C'est pas mal, et surtout qu'il y a un groupe de pivots un peu en dessous là. Il y a du Miles Turner, il y a du Porzingis, Jarrett Allen. Je suis un peu d'accord, mais je me demande où le placer finalement dans ce groupe de pivots. Ce qui est bien, c'est qu'on a un plutôt bon minutage, 28, c'est quand même solide, alors que voilà. Mais tu vois, par rapport notamment au shoot de Turner ou la défense d'élite de Porzingis aussi au panier, je sais pas trop où le mettre. Mais en fait, n'importe quelle position dans ce groupe me convient à peu près, je t'avoue. J'aurais peut-être Porzingis un peu nettement plus bas en tout cas si je dois faire une liste des 4, donc pourquoi pas au-dessus de Porzingis et en dessous de Miles Turner. Après c'est vrai qu'il a le passing en plus que Miles Turner, défensivement ça me semble au-dessus aussi, et il y a le compromis du shoot et du spacing avec lui, mais le passing est meilleur, etc.
Donc pourquoi pas en dessous de Miles Turner, je sais pas ce que t'en penses. Non, mais ça me va très bien. Je suis en train de réfléchir et effectivement, je crois que sur la saison, Jarrett Allen n'a pas non plus un top minutage. Et je pense que je préfère un peu Hartenstein comparé à Allen, alors que je suis assez haut sur Jarrett Allen, mine de rien, mais je suis aussi très haut sur Hartenstein. Et je pense qu'offensivement, il n'y a pas photo, j'ai envie de dire, ouais, quand même, avec le passing, etc. Ouais, dans la variété d'utilisation, ouais, je trouve aussi, ouais. Oui, je pense aussi, ouais. Donc très bien, mettons-le là, le Isaiah Hartenstein. Donc, ouais, après c'est vrai que le catégorie un peu au-dessus, c'est quand même des créateurs à gros volume, quoi. Tout ce qui est Randle, Maxey, Jamal Murray. Petit quiz pour terminer. On se remémore des actions marquantes de la saison. Nous sommes le 8 avril 2025. Est-ce que tu es prêt à quizer pour ce format? Donc c'est un contre-clutch contre LeBron James. Je parlais un peu des matchs OKC Lakers de toute fin de saison. On y est. 8 avril 2025, c'est pas le match aller, c'est le match retour où OKC finit par taper les Lakers. Mais qui est sur le terrain au moment de ce bloc complètement clutch contre LeBron James? Et bon, on doit avoir SGA. Oui. Williams. Oui, tout à fait. J'ai pas dit de prénom comme ça au cas où tu peux m'en valider. C'est ça, voilà. Exactement. Non, mais Jalen Williams, je te le compte, effectivement. Jalen, ok. Et bah, Caruso. Caruso n'est pas sur le terrain à ce moment-ci, non. Dort. Il y a Dort et il y a le cousin de Marcellus. Je sais pas si t'as vu Pulp Fiction ou c'était trop jeune. C'est non, Cason Wallace, je l'ai. Exactement. Cason Wallace. Et côté Lakers alors? Et bah du coup t'as dit que le contre il était sur LeBron, donc LeBron on valide. Facile. Ouais. Donc le 8 avril du coup on peut valider Luka. Et non, c'est justement le deuxième match, il gagne le premier. Le deuxième il se fait exclure et donc il n'est pas sur le terrain à ce moment-ci. Il se fait exclure. Par contre on a le frère de Kylian, mais ce n'est pas Ethan. Le frère de Kylian, c'est pas Ethan. Wow, attends, mais j'étais parti pour dérouler là ton indice, il m'embrouille un petit peu. Ah bah si, bah Jackson Hayes. Exactement, puisqu'on parle pas de Kylian Mbappé, mais de Kylian Hayes. Donc c'est Jackson Hayes tout à fait qui est sur le terrain. Un plaisir d'avoir pu mentionner Kylian Hayes dans le Basket Lab en tout cas. Et bah Gabe Vincent. Exactement, c'est lui qui est à la place de Luka Doncic. Finney Smith. Oui, facile. Et il me manque un extérieur. La capitale du Texas. Le nom de famille de Matrix, de l'acteur de Matrix. Austin Reeves. Exactement, Austin Reeves, tout à fait. Donc avançons, passons à notre deuxième joueur du jour, si tu veux bien, Dyson Daniels. Je te fais le topo, 34 minutes par match pour Dyson Daniels, 67 matchs avec les Atlanta Hawks, 14 points, 4 passes de moyenne quasiment cette saison, 18% d'usage, donc un volume plutôt pas mal, un peu modeste, hein, c'est pas grand chose, mais surtout une efficacité qui est pas géniale, moins 5% relatif à la moyenne, donc plutôt inefficace, mais pour te lancer, malgré l'attaque un peu efficace, c'est clairement la saison de l'explosion pour lui dans une nouvelle équipe. Bah ouais, c'est ça, en termes de chiffres en tout cas ça l'est, en termes de visuel aussi, mais je nuancerais ça un petit peu de mon côté en disant que c'est une saison qui est, je trouve, pas si différente vraiment de ce qu'il pouvait proposer à la Nouvelle-Orléans, ou du moins le joueur n'a pas vraiment beaucoup évolué. Je m'attendais à plus de ce côté-là, où on a toujours un défenseur qui est vraiment excellent sur le point d'attaque, qui est capable de switcher sur plusieurs postes, pas trop grand non plus parce qu'il a pas un haut du corps que je trouve vraiment très très solide et très très musclé, on va dire, mais ouais, on est déjà sur un des meilleurs mains de la ligue. Ces chiffres d'interception, on les a tous vu passer, c'est vraiment exceptionnel. Il a battu, je pense, certains records qui devaient dater de quelques années. Et il a vraiment des moves défensifs vraiment impressionnants. Je pense que le moindre mec qui arrive à côté de lui, qui dribble un petit peu trop haut, il est sanctionné. Ou aussi sa spéciale où il va intercepter le joueur une fois que le joueur l'a passé, où il arrive à le contourner dans le dos pour intercepter un petit peu main opposée. Et je trouve ça vraiment impressionnant parce qu'il y a pas mal de joueurs qui le tentent et peu qui le réussissent. Et en tout cas, moi sur les parquets, je le subis, mais je suis 1m70. Mais je me dis qu'en NBA, ça doit vraiment être compliqué à pouvoir faire, et lui, il arrive très bien. Alors, je crois que 1m70, ça doit être à peu près son bras droit et son bras gauche. Mais ouais, chacun fait 1m70. Hein. Donc pour je pense, ouais.
Non, mais c'est un peu son ingrédient secret, quoi. Son super pouvoir, c'est ses bras. Mais pas que, parce que tu vois, il y a plein de monde qu'on connaît avec des mensurations physiques assez impressionnantes, mais ils font pas tous ce genre de défense. Ce que j'adore chez lui, c'est la technique défensive aussi. Tu vois, c'est à quel point est-ce que tu parles un peu de ça, mais il a toujours un peu la bonne main dans la ligne de passe, contestée, mais sans être dos au jeu, sans se faire avoir en se faisant retourner dans un sens ou dans l'autre. Les mains qui sont fabuleuses, et l'aspect un peu de bonus de bah tiens, face à un mec normal, le défenseur est pas capable d'aller chercher le ballon quand je dribble à cette hauteur ou à cette distance. Mais en fait, Daniel, avec ses bras, il peut quoi. Le ballon est presque jamais sûr quand t'es face à lui. Et au-delà de ça, il y a aussi un aspect, bon, interception, c'est sympathique, hein, mais même en termes de défense on ball plus généralement, quoi. Les longs bras fait qu'il peut défendre plus grand que sa taille par moment. Il est pas ultra giga costaud comme tu dis, mais il est quand même juste assez solide pour que ça tienne un peu et qu'ensuite les bras fassent un peu le boulot. Je trouve que par contre peut-être la petite faiblesse défensive, c'est vraiment, enfin c'est des petits un peu très explosifs, il peut se faire un peu avoir quelquefois, mais il y a quand même le spectre de sa polyvalence de switch est quand même assez énorme, quoi. Il peut switcher sur à peu près, je vais pas dire tout le monde, mais sur quand même tellement de postes différents et tellement de tailles différentes. Donc il y a un peu ce côté premier rideau défensif d'élite, voire même d'ultra élite. Peut-être le truc un peu décevant, c'est qu'on n'a pas totalement la transposition de son envergure sur la protection de panier. Je trouve qu'il pourrait faire encore mieux sur le côté protection de panier off-ball, rotation en deuxième rideau, etc. Mais bon, on a déjà un premier rideau qui est fantastique, et après sur l'attaque, c'est un peu comment est-ce qu'on juge l'évolution ou le niveau offensif, en fait. Ouais, c'est ça. De toute façon, pour ce qui est du second rideau défensif, il est toujours envoyé sur le meilleur joueur adverse, et oui, c'est vrai. Et du coup, ça complique un petit peu les choses. Et puis, on peut espérer que dans le registre de second rideau défensif, Zach Rizaché progresse un petit peu là-dessus, et puis soit utilisé de manière un peu plus courante. Ce serait vraiment complémentaire là-dessus. Ouais, Porzingis aussi, hein. Maintenant qu'il y a Porzingis, oui, il peut être déployé off-ball maintenant. Il y a Porzingis sur les matchs où il va jouer, en tout cas, du moins, il pourra le faire. Et ouais, offensivement, c'est là que le bas blesse, je trouve. J'ai pas eu les progrès escomptés là-dessus. Le shoot, il rentre toujours pas. Je pense pas que ça risque de devenir un bon shooter à l'avenir. Les lancers francs ne sont pas bons non plus. Je sais pas ce que t'en penses toi, je trouve que la mécanique n'est pas satisfaisante non plus. Ça m'étonnerait vraiment qu'on arrive à avoir un joueur à 37-38% sur un volume correct assez promptement, quoi. Ouais, et puis même il me semble un peu pâteau, quoi, tu vois, au niveau de, il a une mécanique de tir très ancrée au sol, très, enfin c'est pas fluide, quoi, c'est pas aérien, c'est pas très vif, j'ai l'impression. Mais après, moi en soi, ça me dérangerait pas si le shoot était un peu moyen, mais qu'il y avait du scoring par ailleurs. Le problème, c'est qu'on a un peu ni l'un ni l'autre pour l'instant. Alors, on n'a pas non plus rien. On a un peu de drive, un peu de création, mais très légèrement, quoi. Tu vois, c'est un volume qui est très faible. Mais il y a un peu ce truc où, admettons, par exemple, il n'est pas de shoot, il n'est pas de 3 points, il peut pas faire partie du spacing, d'accord, c'est pas grave, tu lui donnes la balle, il peut driver and kick, ou en tête de raquette, ou poste bas, etc. Là, le truc, c'est que t'as ni l'un côté ni l'autre, quoi. Ni le côté peser sur une défense balle en main en termes de création, ni non plus donc le côté off-ball au niveau du shoot. Et c'est, moi, le problème principal, c'est le drive, où on a affaire à quelqu'un qui, vu sa taille 6'8" et ses bras interminables, tu te dis, il y aurait quand même moyen de faire mieux. En plus, en termes d'agressivité, ça pourrait être pas mal, vu pareil la carrure, hein. Sauf que dans les faits, c'est pas le cas. Et qu'il y a toujours un peu ce même problème, au point que tu parlais un peu des role players qui ont des go-to-move. Lui, son go-to-move, c'est un peu le drive, spin move et flotteur dans la raquette. Mais il le fait aussi parce qu'il peut pas complètement dépasser le défenseur. Il n'a pas soit la vitesse de base, soit le côté footwork pour faire de longs pas autour du défenseur et aller chercher le lay-up au panier. Donc il y a un peu ce côté parfois caricatural, j'ai envie de dire, où il s'arrête à 3-4 mètres du panier, spin move et flotteur. Mais forcément, tu as un peu un aspect où tu vas pas exploiter le potentiel peut-être de taille, de longueur de bras, de drive, en fait. Et ce qui fait qu'on a un mec qui, en effet, est pas ultra efficace. Alors, il a été sur le terrain beaucoup, il a été génial pour la défense, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il est dans le top 100. C'est cet impact défensif énorme. Mais c'est vrai que le scoring est un peu le point d'interrogation, parce que du reste, en plus, on l'a pas encore dit, mais niveau passing, c'est quand même sympathique également, quoi.
Ouais, et les manquements sur drive aussi, ils sont aussi liés au fait que c'est pas un athlète de très haut niveau. Il a les mensurations pour l'être, mais il a pas non plus un excellent premier pas et des grandes capacités d'accélération. Et ça se retranscrit aussi défensivement, où, comme t'as dit, il a pas forcément la détente verticale pour vraiment devenir un protecteur de cercle secondaire de grande qualité. Et puis, je trouve qu'il a aussi peur du contact sur ses drives. Il a du mal à vraiment avoir confiance en lui, en sa taille et en ce qu'il peut apporter. Et j'ai isolé du coup les joueurs à plus de 8 drives par match cette saison. Et c'est potentiellement le pire. J'ai pas fait la pondération pour avoir l'équivalent du true shooting, mais en tout cas de visu en prenant juste l'efficacité sans prendre les lancers francs, je crois qu'il est dans les 3 pires, et puis il est pas efficace sur lancers francs avec très peu de lancers francs provoqués. Donc je serais pas surpris que ce soit le pire dans ce registre-là. C'est le pire Okay. en effet. Sur les 50 joueurs à plus de 10 drives par match en 2025, il était 50e. Ou 51 sur 51 je crois techniquement, mais il est même en dessous de la barre des 1 point par possession sur drive. Tu vois, c'est le seul qui est à 0,95. Le deuxième pire c'est McCollum, hein. C'est pas non plus efficacité de folie, et il est à 1,01. Mais non mais je te rejoins, et on n'a même pas encore parlé du fait que le toucher non plus est pas fabuleux. Tu parlais des flotteurs justement. Limite, quoi. Bah ouais, exactement. Mais après, là, on commence par des nuances, mais parce qu'on va pas non plus développer pendant 20 ans à quel point le défenseur est quand même assez génialissime. Mais finalement, la question, c'est, maintenant qu'on essaie d'évaluer la valeur globale du joueur, c'est comment est-ce qu'on pondère l'un et l'autre, quoi. Comment est-ce qu'on va déterminer quelle est un peu la valeur, ou quelle est la place dans le classement. Et donc, justement, classement, où est-ce qu'on imagine ce cas compliqué de Dyson Daniels? Et assez bas, franchement je vais vraiment le mettre assez bas, je pense, parce que ouais, comme on l'a dit, il y a une utilisation offensive qui pose encore question. Je trouve que même quand il est utilisé off-ball en tant que poseur d'écran, après il a pas forcément les lectures, les bonnes lectures à faire, ou la capacité pour sanctionner quand sur short roll, etc. Et ce qui est dommage avec un excellent passeur comme Trae Young, quoi, à côté, où il a vraiment du mal à profiter de l'avantage d'avoir un joueur aussi bon sur pick and roll que Trae Young. Donc je le mettrais vraiment vers je sais pas, vers en dessous d'Alex Caruso, je dirais. Dillon Brooks, Alex Caruso par là. Je pense que Cason Wallace, je pense que je préfère Wallace pour le coup. Moi aussi, ouais. Qui est quand même plus viable en attaque, peut-être moins terrifiant en défense parce qu'il est moins grand, etc. Mais la viabilité offensive fait que la valeur est quand même plus facile à aller chercher. Mon point de repère, c'est un peu Dillon Brooks, et je pense que je préfère le mettre en dessous. Tu vois, parce que Brooks, mine de rien, il n'y a pas de drive, et au final, c'est pas si efficace que ça au global, mais il met 40% de ses 3 points. Ouais, cette saison, ça a été, ouais. Et ça, on l'a pas. On l'a pas trop côté Daniels, donc je pense que la défense est quand même très cool. Mais ouais, juste en dessous de Dillon Brooks, alors ça me va de le placer par là. Donc ce serait devant en plus des mecs comme Wiggins, Keegan Murray, qui font des mauvaises saisons et qui sont quand même beaucoup moins, un peu mieux en attaque évidemment, mais beaucoup moins transcendants en défense, peut-être on peut le dire comme ça. Ouais, puis du coup, je pense que ça pose question quant à son utilisation et son rôle à l'avenir. Là, il vient de sortir d'une saison où du coup, il a été vraiment publicité pour sa défense, etc. Et que même dans ce cas-là, on le met derrière des Jrue Holiday, des Cason Wallace, etc. Et je pense que à l'avenir, ça risque de devenir un joueur qu'on envoie en mission défensive par petite dose, du moins si Atlanta progresse un peu plus vite que lui, quoi. Oui, après, on peut le dire aussi, il a que c'était son année de 21 ans, quoi. Il vient de faire 22 ans, c'était en mars. Donc non, mais je dis ça aussi parce que tu vois, il sort pas de nulle part. C'est pas juste un mec, tiens, c'est un punaise de athlète NBA en termes de mensuration, hyper puissant, mais qui a pas été drafté parce que on savait que la défense était élite, mais on savait que l'attaque était nulle. C'est quand même un mec qui est top 10 de draft, quoi. Et je pense que je suis pas encore prêt à abandonner un peu le potentiel offensif. Et tu vois, notamment, on n'a pas trop développé, mais l'aspect de passing est hyper intéressant sur le connecting. Et tu vois, il m'en faudrait pas plus, quoi. Mais je me dis, il a 21 ans ou 22 ans, peut-être qu'il faut encore s'accrocher un peu pour qu'il, comment dire, il s'affranchisse de ce rôle de seulement défenseur d'élite. Peut-être qu'à terme, on aura plus, on verra bien. Mais en tout cas, voilà, on le met au niveau de Dillon Brooks, ça me va. Et donc, petit quiz pour terminer, nous sommes le 1er avril, c'est pas une blague, on est le 1er avril, et c'est un contre spectaculaire contre les Portland Trail Blazers, le 1er avril, toute fin de saison. Mais qui est sur le terrain? Enzo, au moment de ce contre de Dyson Daniels. Et bon, à partir du côté d'Atlanta, Trae Young,
Exactement. Est-ce qu'il doit y avoir peut-être Caris LeVert? Non, pas sur le terrain. Non, Ok. Au Congo? non plus. Non plus, non plus. Capella? Non plus. Alors le Ok. pivot, c'est un joueur hipster. Hein. Vraiment, Gay? joueur- Mohamed Gay? Non, non plus. C'est un joueur qui est hipster qui était aux Spurs l'an passé. Est-ce que ça te parle ou pas du tout? Assez obscur. Hein. Là, comme ça. Assez obscur. C'était Là, Dominique. comme ça, Larry Nance? Non, Dominique Barlow. Ouais, Dominique Barlow, ça marche. Mais il y en a un autre, un ailier, cette fois-ci, qui est très rapide. Très, très rapide. Ok. Quick, fast, vite Krejci. Exactement, vite Krejci. Yes. Tu vois que c'est faisable hein, avec les indices à 2 balles. Et le dernier, il était pas là en début de saison, il est déjà reparti. Il est arrivé en trade en milieu d'année. Qui est-ce que c'est? Terrence Mann. Exactement, Terrence Mann. Tout à fait, tout à fait. Et côté Portland, alors, côté Blazers. Alors, Avdia, Avdia est là, ouais, exactement. Sharp, Sharp n'est pas là, non. et Klingan, Non, non, non. On Ayton. est sur un small ball. Ok, Pas donc, Ayton, non. non plus. Et Toumani Camara. Camara est là, exactement. Scoot. Non, le meneur est très grand. Très, très grand. Un grand meneur très fin. Delano Banton. Exactement, Delano Banton. Encore un mec de mes All-Star Team, pour le coup. Jeremy Grant. Non, pas Jeremy Grant, mais 2 intérieurs. Chris Murray. Non, pas Chris Murray. Assez grand, assez athlétique. Et l'autre, c'est un pivot shooter. Diopris. Exactement, Diopris. Bah dis donc, je pense pas que tu l'aurais celui-là, Diopris. Et le dernier, comment le décrire? Est-ce que c'est un poste 3-4 Jabari Walker? Exactement, Jabari Walker, ouais, que j'aime bien aussi. Et donc on avance 3e joueur du jour. Tiens, allons sur Stephen Castle si tu veux bien. Stephen Castle, puisque c'est peut-être un des noms où je me dis, est-ce que on l'a mis dans la playlist, mais devait-il vraiment y être? On va en discuter. Donc 27 minutes par match pour Stephen Castle, 81 matchs cette saison en tant que rookie chez les San Antonio Spurs. Rookie de l'année d'ailleurs, je crois, il me semble. Hein. Je ne suis pas à jour sur les trophées, mais il me semble. 15 points par match en moyenne, 4 assists, 26% d'usage, donc plutôt un gros volume. Malheureusement, on est aussi à 9% en dessous du niveau moyen de NBA, donc plutôt largement inefficace. Finalement, je te pose la question très simplement. Mérite-t-il d'être calibre top 100 dès cette année 2025? Et personnellement, je ne l'ai pas dans mon top 100. Mais ça se joue à rien. Ça fait partie des joueurs qui sont dans les 105, 110, etc. Mais ça enlève en rien, je trouve, la bonne saison qu'il a fait. Je sais que tu l'apprécies beaucoup. Oui. Et je pense être fait faire partie de l'équipe aussi. C'est vraiment un joueur que je trouve très intéressant. Et la première chose qui marque, je trouve, quand on le regarde jouer, c'est il fait plus grand que sa taille. Du coup, en préparant l'épisode, là, je suis allé me pencher un petit peu dans les chiffres et j'ai vu qu'il était noté du coup à 1,97, 1,98 quoi, 6,6 et je le pensais beaucoup plus grand parce qu'il a vraiment un haut du corps très solide et il a vraiment la capacité d'aller encaisser le contact offensivement, et pour un joueur de son âge et de son poste, je trouve ça vraiment valuable et prometteur à l'avenir. Et ouais, avec le ballon, même s'il y a des limites pour le scoring extérieur, mais après, comme tu le dis souvent, c'est habituel d'être inefficace quand on est un porteur de balle qui arrive très très jeune. Ouais. Il rentre un petit peu dans le lot, mais il y a beaucoup de promesses. Moi, j'aime beaucoup son drive surtout, où il est pas forcément le plus rapide, mais il a du coup cette capacité à aller chercher le contact, à l'encaisser. Il a pas peur de ça, contrairement à Daniels dont on a parlé juste avant. Et puis il y a aussi sa capacité de décélération qui fait un petit peu avec parcimonie, mais qui parfois est vraiment très utile. Le nombre de fois où on l'a vu faire sauter des défenseurs et se créer un avantage et un meilleur shoot grâce à ça, vraiment top pour un jeune de son âge, je trouve. Bah, c'est vrai que je l'aime beaucoup. Je suis vraiment très 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 enthousiasmé par le potentiel.
Après, c'est vrai que c'est pas l'exercice du jour. On essaie d'évaluer qu'est-ce qui s'est passé en 2025 et le potentiel, c'était très gentil. On n'est pas encore en 2028, donc, concentrons-nous sur 2025. Hein. Guillaume, je me parle à moi-même. Je te dis pas à toi, je te dis à moi. Mais non, mais la question, c'est est-ce que vraiment on a un mec qui est de valeur top 100? Je crois qu'il y a quand même pas mal de choses à aimer. Il y a quand même pas mal de choses à aimer et qui déjà en fait ont généré de la valeur. En fait, c'est un peu ça l'idée pour moi. L'aspect inefficace, c'est l'énorme point noir, mais c'est en un sens, j'ai presque envie de dire, presque c'est le seul en fait. C'est le truc qui me fait douter le plus parce que du reste, on a déjà un mec qui est impactant sur plein de domaines du jeu. Alors qu'il a donc 20 ans ou 21 ans, je sais plus. Mais tu vois, la défense pour moi est déjà de très bon niveau. Mais vraiment, et pas juste un peu sympathique, mais je pense qu'on a déjà un défenseur qui est largement au-dessus de la moyenne NBA, parce que atout physico-athlétique vraiment géniaux. Donc ça, tu vois, ça c'est pas du potentiel, c'est déjà sur ce qu'on a vu 2025 qui était très cool. Et puis même le passing, en fait. Moi, c'est un peu là-dessus où je suis aussi tombé amoureux. C'est que c'est un passeur assez fou en termes Déjà, il y a du connecting. Donc ça, c'est très bien. Le côté pas juste créateur, mais un peu faire le lien. Mais pas que. Il y a aussi donc de la vraie création. Et je trouve qu'il y a des lectures avancées, voire très avancées déjà, qu'on voit. Et à quel point est-ce que je me fais un peu avoir, entre guillemets, parce que il n'y a pas une exagération dans le sens, bah tiens, c'est rare de voir un mec de 20 ans faire ce genre de lecture, donc peut-être que je les évalue mieux que ce qu'elles ne sont en vrai, parce qu'il y a ce décalage de rareté par rapport à l'âge. Mais il me semble pas, quoi. Il me semble qu'il y a quand même des très 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 belles passes de ce point de vue-là, et qu'en fait, tu vois, tu peux lui demander d'être créateur, il l'a été sur la deuxième partie de saison. Il a été, tu vois, je te dis 26% du age, c'est sur l'année complète, mais tu prends un peu les stats après la blessure de Wemby, en fait, on est sur un mec qui a encore plus gros volume. Mais voilà, en fait, il était impactant pour moi avec ballon, mais aussi sans ballon. Un peu faire le lien à côté de Wemby, faire le connecteur, et avec encore une fois, des lectures assez géniales, même sur du off-ball, quoi. Donc ça, j'aime beaucoup. Plus l'aspect de drive, même si le drive n'est pas encore efficace. J'aime beaucoup aussi, hein, je te rejoins sur tout ce que tu as dit, un point de vue scouting, la taille, la puissance, le toucher aussi, qui je pense est très bon. Et malheureusement, on est quand même sur un des mecs qui est parmi les drivers un peu réguliers, il est dans le bas du classement, quoi. Donc on n'a pas encore la concrétisation de ça. Mais j'insiste, hein, pour moi, l'efficacité au scoring est peut-être le seul truc qui fait que il pourrait ne pas y être. Mais du reste, on a déjà un mec qui, en dehors des considérations de potentiel, le passing, la valeur offensive de Lyon, la création occasionnelle et même la défense, pour moi, c'est déjà de très bon niveau, en fait. Et puis il y a aussi l'amélioration au fur et à mesure de la saison. T'as dit qu'il y avait plusieurs étapes avec lui où il est monté en pression au fur et à mesure des mois. Et une fois que Wemby était parti et que De'Aaron Fox s'est fait plus discret en fin de saison, il a vraiment terminé très très fort. Et ouais, je te rejoins sur sa capacité de création, où c'est aussi l'éventail de passes qu'il est capable de faire, où il est vraiment déjà bon sur pick and roll, aussi capable de skip pass presque des deux mains, en tout cas je l'ai vu faire des deux mains, et aussi capable de freeze le défenseur parfois, où je le vois vraiment arriver à fixer la défense d'un côté et à changer pour aller côté faible en fixant la défense. Et c'est pas quelque chose qu'on voit souvent, comme tu l'as dit, chez des joueurs aussi jeunes, et ça apportait vraiment une excellente valeur et une valeur nécessaire du côté des Spurs sur la fin de saison, qui manquait clairement de création. Après, ça peut poser la question de ce qui va être, quelle va être son utilisation à l'avenir avec du coup Fox qui a été re-signé pour un certain prix, l'arrivée de Dylan Harper, etc. Mais bon, ça c'est pas vraiment le sujet. Mais ouais, je suis d'accord avec toi et je te rejoins sur la qualité du joueur, la qualité de la théorie du joueur et de sa première saison dans la ligue. Le problème, c'était un peu le manque de spacing. Quand voilà, moi je parlais de l'aspect d'un peu off-ball où il coupe dans le dos de la défense, le QI basket, faire le connecteur, etc. Il y a aussi des fois où quand il était off-ball, en fait, il n'était pas respecté. Donc clairement, tu vois, certaines équipes mettaient un peu leur pivot sur lui. Je pense à Memphis qui l'a fait beaucoup en mettant Zakidi sur Stephen Castle, les matchs un peu de janvier là qui étaient passionnants. Bon, bah forcément, ça permet un peu de déployer facilement Zakidi autour du panier sans se soucier de Castle, mais ce qui est intéressant, mine de rien, c'est que Castle fait aussi partie de ces mecs où il y a le contre-move de, bah tiens, donnons la balle à Castle et il va attaquer dans l'espace le pivot. Alors que ça, tu peux pas le faire avec tout le monde, quoi. Il y a des mecs qui se font un peu abandonner à 3 points parce qu'ils sont non-shooters. Bon, bah, ils peuvent pas punir balle en main. Alors qu'un mec comme Amen Thompson, un mec comme Stephen Castle, on a vu cette saison que, bah tiens, vous êtes abandonné parce qu'on met un pivot sur vous. Tenez, prenez la balle et dans l'espace, attaquez, non pas, restez pas off-ball, mais attaquez balle en main ce pivot.
Et encore une fois, ce même match, tu vois, il y a un peu les deux versants, je trouve, de ce match-ci. Contre Memphis, c'est un exemple comme un autre, mais des fois, Zakidi l'abandonnait et faisait l'action au panier. Et des fois, on donnait la balle à Castle qui prenait un pull-up parce que Zakidi était trop bas et il le mettait. Il drivait un contre un jusqu'au panier parce qu'évidemment, c'est un mismatch. Quand on se retrouve face au ballon, Zakidi contre Castle, c'est un mismatch. Et Castle est capable de punir. Donc voilà, il y a un peu un mix de tout ça, j'ai envie de dire, où c'est pas tout blanc, tout noir pour moi. C'est pas que, tiens, il est ultra inefficace, donc on jette à la poubelle, ou alors, non, il y a des flashs à la création, donc gardons-le. C'est un peu moyen, quoi. Mais cela dit, ce genre de malus, de manque de spacing était là surtout en première partie de saison pour moi. Et effectivement, quand Wemby a été blessé, fin de saison pour Wemby à partir de mi-février, tu vois, tu prends les stats à partir de mi-février, on est sur 30% d'usage. En fait, et une efficacité qui est un peu meilleure, alors qui n'est pas non plus au niveau de la moyenne, mais qui est quand même un peu meilleure, et avec de la création, avec du passing, etc. Et je sais pas si on peut faire la transition vers la défense, si tu veux, vers le classement, si tu veux, mais des mecs qui sont bons défenseurs, mais pas aussi bons que lui, qui ont un plutôt bon volume et qui sont pas hyper efficaces, et qui sont même encore moins efficaces, on en a dans le classement. Tu vois, je pense à un mec comme Fred VanVleet, au final, à quel point est-ce que on n'a pas un peu une taxe de la jeunesse pour Castle? Non, mais il est pas encore prêt, alors que VanVleet est encore moins efficace. VanVleet, la défense est moins bonne, je trouve. Et non, mais tu vois, je dis ça comme ça, mais VanVleet, je pense que peu de monde va remettre un peu sa présence dans le classement, alors que Castle, il y aura peut-être le biais de la jeunesse et du non, pas encore, quoi, tu vois. Ben non, mais c'est un très bon exemple, VanVleet. J'avais pas vu son classement. Je le mettrais beaucoup plus bas personnellement. Surtout le fait qu'il y ait qu'une seule place d'écart avec Nembhard. Je trouve ça un peu dérangeant. Je pense pas que je mettrais Nembhard beaucoup plus haut, mais VanVleet plus bas. Non, mais tu vois ce que je veux dire, quoi, parce qu'il y a un côté, lui c'est un vétéran, oui c'est bon, alors que Castle, on se dit, mais non, il est pas encore bon, mais en fait, juste en dehors de considération de timeline ou d'âge, quoi, juste la production 2025, je trouve qu'il y a un peu match, quoi, en fait. Et puis c'est vrai qu'on a été assez positif sur son sujet parce que comme tu l'as dit, il y a le potentiel et l'âge qu'on essaye de remettre un petit peu en perspective. Mais pour ce qui est du classement vraiment de l'année 2025, ça reste, comme tu l'as dit, un joueur avec des limites et etc. Donc moi, que j'avais réfléchi, je m'étais dit vraiment je le mettrais juste en dessous de Dyson Daniels. Peut-être. Attends, maintenant, parce qu'on l'a mis du coup au-dessus de Dillon Brooks. Peut-être en dessous d'Andrew Wiggins, au-dessus de Keegan Murray, je sais pas, moi ça me semblerait pas mal. Moi du coup j'étais quand même plus haut avec Castle par rapport à Daniels, par rapport à la création et tout le reste, quoi, tu vois. Daniels, on l'a dit, c'est un peu sobre en attaque et c'est même pas efficace. Et là où Castle, il a la vraie création. Il y a un tel impact défensif. Ouais, mais c'est quand même aussi pas mal Castle, quoi, tu vois. Alors, t'as parlé de Nembhard, je peux te dire. Donc, on a dit Castle est à moins 9% relatif à la moyenne. Sur la régulière, Nembhard, il est à moins 8. Avec encore moins de passing, encore moins Alors, défense très cool, mais je trouve que Castle est aussi très cool. Non, mais tu vois, quand tu mets un peu en perspective, bon, certes, il y a les playoffs pour Nembhard, où il a shooté à 50% à 3 points, tant mieux pour lui. Mais sur la saison en soi, je trouve pas qu'il y ait énormément d'écart en soi sur la régulière, tu vois. Ouais, non mais je vois ce que tu veux dire, je suis d'accord avec ça. Mais après, je pense qu'il faut quand même pas les taper beaucoup plus haut. Tu vois, si on s'arrête un peu zone Jean Roulidé, ou d'ailleurs il y a Devin Vassell, je pense que c'est pas mal de pas les gratter beaucoup plus haut non plus, quoi. Mais du coup, j'en viens, si tu veux, on peut le mettre là. Du coup, on est à 3-4 places de Daniels. Du coup, on n'est pas beaucoup plus haut. Mais du coup, toi, c'est éventuellement, tu disais peut-être éventuellement redescendre VanVleet alors, c'est ça? Ouais, surtout qu'il a des chiffres d'efficacité absolument horribles cette année. Je crois qu'il a moins 11, moins 12, non, quelque chose comme ça. Et ouais, c'est ça, ouais. Et avec un minutage sur un minutage vraiment vraiment important. Donc ouais, j'aurais descendu VanVleet, surtout quand on le compare à Castle et Daniels comme on vient de le faire aujourd'hui. Ouais, au-dessus d'Anthony Simons, je le mettrais bien en dessous d'Anthony Simons et pourquoi pas même encore plus bas. On peut les coller, hein. On peut les coller pour le coup VanVleet et Castle même carrément si tu veux. Je t'avoue que j'aimerais bien que Nembhard fasse partie du voyage, mais je sais que Nembhard a un peu son fan club. Non, mais je rigole un peu, mais il y a un côté playoff où, pour moi, la saison n'est pas que les playoffs, mais ça l'est aussi.
Donc ça me paraît assez normal de donner peut-être un petit bonus à Nembhard. Puis il y a une valeur de défense off-ball aussi. Je trouve qu'il y a un volume off-ball que peu de joueurs ont la capacité à vraiment à naviguer dans les écrans. Je le mettrais vraiment très très haut, vraiment peut-être dans un top 5, je sais pas, de la ligue, dans la capacité à naviguer les écrans, surtout dans le style de jeu des Pacers où ça cherche absolument à aller le plus vite possible, etc. Il a vraiment cette capacité à accélérer et à traverser le terrain vraiment rapidement. Donc ouais, je valoriserais ça plus que pour certains joueurs chez Nembhard. Après, tu vois, chez Van Vliet, tout de même, j'ai fait la comparaison, mais c'était pas pour tirer Van Vliet vers le bas, c'est pour dire, bah regardez, si on enlève un peu les noms et le CV et la jeunesse, on peut se dire que Castle, c'est quand même intéressant. Mais Van Vliet, quand même, il y a l'aspect pull-up à 3 points, qui est une arme tactique, qui à mon avis, n'est pas négligeable du tout, qui fait que c'est pas le même type d'inefficacité, quoi, tu vois. En fait, Van Vliet, c'est juste qu'il n'est pas efficace sur ses propres tirs, sur ses drives, et ainsi de suite. Mais tout de même, quoi, il y a un côté pull-up, il y a un côté spacing, off-ball. Là, il y a toujours une bonne défense, même si pas au même niveau que les mensurations de Castle. Il y a un passing un peu basique, donc voilà, il y a aussi des choses à aimer. Ouais, c'est sûr. Mais voilà, tu vois, moi, ma fourchette Castle, je t'avoue qu'une évaluation vraiment positive. Ouais, tu vois, elle est tapée du. Je pense que Naji Marshall, hein, je pense que j'aurais pu aller jusque là, quoi. Marshall, qui est aussi un 3&D, qui fait une bonne saison de création un peu point forward, quoi. Mais ouais, non mais j'accepte de couper la poire en deux, il n'y a pas de problème. Mettons au niveau de Jrue Holiday et on fait descendre plutôt Van Vliet plutôt que faire monter à ce point Castle. C'est peut-être ça l'idée, quoi. Parce que là on est d'accord. Très bien. Comme ça, bah tiens, en plus Green et Van Vliet sont à côté du coup. Mais c'est toute la difficulté des classements là. Du coup, on classe un joueur, on finit par en reclasser 3 et discuter de 4 joueurs en même temps. C'est plus ça va, plus ça va être compliqué. C'est ça qui est bien. C'est ça qui est intéressant. c'est qu'en fait, on chamboule tout à chaque fois. Non mais voilà. Petit quiz pour terminer. Nous sommes le 2 mars 2025 et c'est un dunk contre le grand Thunder. Mais qui est sur le terrain au moment de ce dunk de Stephen Castle contre le grand Oklahoma City Thunder? Et bah retournons du côté du Thunder. C'était bien passé la première fois. SGA. Non. Ok, donc on va partir sur Jalen Williams. Oui, exactement. Caruso. Non, il y a le frère de Marcellus Wallace. Je sais pas si t'as vu Pulp Fiction. Non, je l'ai pas. Je sais pas si t'as vu Un jour sans fin aussi. J'ai pas du tout, du coup, non. Non, mais si c'est Cason Wallace. Évidemment. Lou Dort. Lou Dort n'est pas sur le terrain, non. On a plutôt un mec très bon en créateur, très bon en attaque, que j'aime bien, moi. Qui est payé une misère pour son rôle. Aaron Wiggins. Exactement. Le meilleur contrat de NBA, je pense, ou pas loin. Ouais, ça doit se taper avec Austin Reeves, quelque chose comme ça, ouais. Oui. Et du coup, il manque les intérieurs. Il te manque 2 intérieurs, ouais. Et Chet Hartenstein. Alors, Hartenstein, oui. Et non, c'est pas Chet, le 5e. Le 5e, je crois, a été drafté avant Jalen Williams. Il me semble. Avant Jalen Williams. Et il y a Chet qui est drafté avant Jalen Williams. Il y en a un autre. Ousmane Dieng. Exactement, Ousmane Dieng, tout à fait. Je crois qu'ils sortent 2 ou 3 pics pour monter et chercher Ousmane Dieng. Et alors, côté Spurs maintenant. Côté Spurs, sur ce garbage time. Et Chris Paul. Chris Paul est là, tout à fait. Devin Vassell. Devin Vassell, oui. Harrison Barnes. Non. Harrison Barnes. Zach Collins. Zach Collins, non. Si je te dis indice, Jean-Paul II. Jean-Paul II, le pape polonais. Exactement. Et donc, du coup. Bravo. Je pense que tout le monde l'aurait pas eu, ça, l'indice Jean-Paul II, mais ok. Je me fais Jérémy Soran. Ouais. Et du coup, il me manque un intérieur. Non, ça joue petit. Avec Swan tout petit, avec Swan en 5. Et 4 meneurs quasiment. Enfin, 3 meneurs et un arrière, quoi. Du coup. Peut-être qu'il y avait Fox, du coup, à ce moment-là encore. Exactement, il y avait Fox. Quatrième joueur du jour, c'est ça, quatrième il me semble. Bradley Beal. Faisons le cas Bradley Beal si tu veux bien, le cas compliqué du jour. 32 minutes par match pour Bradley Beal, 53 matchs, 17 points et 3 passes de moyenne. Des stats un peu réduites parce que Phoenix Suns, on va en parler d'ailleurs, à peine 22% d'usage, mais
un très joli plus 4% relatif à la moyenne. Donc en fait, c'est un joueur qui est efficace sur son petit volume. Et voilà, pour te lancer, on est quand même sur, pour une deuxième saison consécutive, un cas très particulier de un mec qui est dans un rôle où il n'aurait pas dû y être. Ouais, c'est ça, c'est que ça me semble difficile de faire la différence entre le joueur qu'il a été et le joueur qu'il est, et de un petit peu pondérer tout ça dans le collectif un petit peu bancal qu'a été celui des Suns cette saison. Mais malgré ça, en essayant de tirer un petit peu les vrais du faux, j'ai bien aimé personnellement la saison de Bradley Beal, où je trouvais que malgré voilà, comme on a dit, les conditions difficiles qu'il y avait avec la détérioration de l'effectif sous Bud au fur et à mesure, et les résultats décevants, on a un joueur, je trouve, qui garde ses qualités athlétiques et les capacités qu'il avait à scorer et à créer son shoot pour lui-même. Et en tout cas, pour ce qui est de la création de son côté, je le trouve toujours assez efficace, et notamment sur drive, où il a toujours ce premier pas, et toujours ces aptitudes qui ont toujours fait le joueur qui a été Bradley Beal, et c'est un des meilleurs drivers de NBA cette année, je crois. Oui. Parmi troisième. Troisième. Il a pas un troisième très gros meilleur volume. sur les. Non, mais sur au moins 10 par match. Alors il est à 9,8, mais allez, on lui donne. Ouais, on sur les à peu près 9,8 cut, ou 10 par match, on va dire. On le passe au cut. Il est troisième de NBA derrière qui d'ailleurs, derrière Haliburton et SGA, je crois. Et il est troisième, quatrième. Voilà. Bah ouais, ça confirme du coup l'impression visuelle que j'en avais, et malgré ouais, toutes les conditions qu'on a dit, c'est son plus faible usage depuis sa saison rookie, et je pense pas du coup que ce soit uniquement une année un petit peu en berne de ce côté-là. Je pense que l'année prochaine ça risque d'être un petit peu semblable du côté des Clippers, mais en tout cas, je pense que si on doit séparer un petit peu sa saison du reste, pour l'instant j'ai trouvé ça plutôt positif. Je sais pas ce que t'en as pensé, toi. Oui, en fait, il y a un peu, je vais pas dire côté bouc émissaire, mais un peu quand même. Parce qu'en vérité, le trade de Durant, il est cher payé, mais tu le fais pour Durant, parce que t'as déjà une équipe qui est top. Le problème, c'est le deuxième trade, c'est pour Bradley Beal. C'est celui-là le vrai mauvais. Donc, en un sens, je comprends, ce trade était catastrophique, et je comprends qu'il ait pu un peu cristalliser, lui, le joueur, donc, un peu toutes les critiques autour de ce projet, parce que tu vois, c'est pas pareil de construire avec 2 énormes salaires, Durant et Booker, ou avec 3, où du coup t'as plus d'espace du tout pour construire une équipe. Et d'ailleurs, on l'a vu que ça a pas pu marcher, même si en vrai ça a mieux marché que certains n'auraient pu le penser. Mais bon, on va pas refaire l'histoire. En tout cas, globalement c'est un peu un échec cette histoire. Et il y a un peu ce côté bouc émissaire pour moi, et il y a un peu ce côté aussi où on est d'accord que c'est un mec qui n'aurait jamais dû être dans ce rôle-là. Il a aussi accepté en partie, tu vois, il avait une autre clause, il aurait pu dire mais non, moi je veux pas être échangé au Suns. Donc en un sens, il a un peu choisi. Mais pour moi, il y a 2 conversations. Il y a la rentabilité qualité-prix qui est catastrophique, on est d'accord, 50 millions pour 20% du age, une option de troisième option d'équipe, petite troisième option, bah non, c'est beaucoup trop cher payé. Donc rentabilité, c'est pas top. Mais de l'autre côté, mine de rien, si on évalue non pas par rapport au salaire ou par rapport au contexte, au trade, etc., je trouve que le joueur est encore une fois intéressant. Et même, j'ai envie de dire, le mec est en plein dans son prime, il a 32 ans, 31 ans. Moi non, 31 ans. 33, je crois. Je vais pas dire de bêtises. Non, il a 32. Mais c'était son année 31, je veux dire. C'était son année 31. Et en fait, je pense même qu'on peut parler presque de sous-utilisé. Alors, c'est bizarre et c'est pas entendable pour les fans des Suns parce que il était très payé, etc. Mais tu vois, il y a un côté pour moi où il aurait pu être largement meilleur et à plus gros volume dans une autre équipe. On l'a pas eu, mais en fait le rendement est hyper intéressant sur un petit volume. Le problème, c'est que on peut pas le juger comme si c'était encore le même niveau de Washington ou si c'était la même production de Washington, parce que certes c'est intéressant sur ce petit volume, mais ça reste un petit volume. Donc il faudra aussi l'évaluer à l'échelle de ce statut-là, en fait. C'est un peu la difficulté. Ouais, et puis au-delà de ça, je trouve qu'il y avait une synergie collective avec les Suns qui n'était pas forcément qui lui rendait pas forcément service, où quand on prend du coup les line-up les plus utilisés par les Suns, il y en a 4 qui dépassent les plus 10 de rating, et dans les 4 il est pas dedans. Et ce qui montre bien un petit peu la difficulté qu'avait tout le monde à jouer ensemble correctement, et notamment le fait que Bradley Beal joue un peu de son côté parfois.
Et en tout cas, non, je suis confiant pour l'avenir pour Bradley Beal, là où je pense que certains pourraient attendre un déclin par rapport du coup aux chiffres de son minutage, etc. Non, le joueur est, comme tu l'as dit, est toujours dans son prime. Il y a juste les pull-ups qui est pas du tout rentré cette année, où il est à 32%. Mais après, ça a jamais été un shooter, un vrai bon shooter, quoi. Il a toujours construit un peu son jeu sur le drive et sur les shoots plus proches du panier. Même si tu vois, ça fait quand même 2 ans qu'il est bon shooter à 3 points depuis 2 ans quand même. 43 l'an passé, 39 cette année. J'étais surpris de voir ça. Bradley Beal à 43% l'année dernière, ça j'en avais aucun souvenir. Ouais. Bah, ce qui est marrant, c'est que tu regardes un peu la trajectoire de carrière. Il avait déjà aussi commencé sa carrière en tant que bon shooter quand il était un peu role-player, un peu demi-role-player, on va dire, ou star timide à Washington, quoi. Avant, quand il y avait encore John Wall et avant l'explosion un peu individuelle de Bradley Beal. Et en milieu de carrière, c'est un peu un mec qui est à 35%. Tu te dis, ouais, c'est moins intéressant, quoi. Mais non, mais ça fait aussi partie de l'intérêt du profil. Encore une fois, hein, toujours ce truc de salaire mis à part, rentabilité mis à part et petit volume, d'accord. Mais c'est un mec qui est on et off ball. Ça, c'est hyper intéressant. C'est un mec, tu l'as dit, en drive et élite. Alors, aussi parce que c'est pas que du drive, c'est pas des drives à la SGA, tu vois. C'est pas que du drive où il démarre de rien, il va créer, c'est un peu un côté attaquer un close-out ou attaquer déjà un décalage, donc, mais ça fait partie du truc. Et il y a un peu cette dualité donc de finalement 3 points et drive. Donc tu fermes pas assez sur lui, il va shooter, tu fermes un peu trop sur lui, il peut driver jusqu'au panier, plus tout de même un peu de création balle en main. Pour le coup, c'est pas non plus devenu un exclusif finisseur, hein. Tu vois, on est à 62% de panier assisté. C'est plus que d'habitude. C'est pas non plus, on n'est pas passé à 80 ou tu vois, OG Anunoby ou Michael Bridges qui sont à 80% de panier assisté. Non, on est quand même sur un profil encore équilibré. J'aime bien aussi le passing, moi, pour le coup, qui est assez basique. Et après, il y a la question de la défense. Et ça, j'avais été hyper impressionné par le début de saison défensif de Bradley Beal. Mais vraiment, et pas que lui, hein, tous les Suns, mais Bradley Beal notamment, en premier rideau, avait été assez impeccable. Le problème, c'est qu'une fois sorti des 15 ou 20 premiers matchs où ça tournait bien, quand de suite ça s'est un peu effondré, bon, bah, c'est un peu tout le monde, hein, pas que lui, mais c'est un peu difficile de juger le contexte des Suns défensivement et même collectivement en fait, hein, de tous les côtés. Mais quelle valeur donner à ce côté? Bon, mais pendant 15 matchs, ça a été génial en défense, de premier rideau. Mais après, on sait pas quoi faire, quoi. Donc ça fait, mine de rien, un profil qui est hyper intéressant dans son rôle, mais presque le plus étonnant, c'est qu'il ait eu ce rôle-là, quoi. J'ai l'impression. Oui, et puis il y a forcément aussi quelques avantages à évoluer aux côtés de gros porteurs de balles et aussi menaçants on-ball que sont Booker et KD. Et je pense que le fait qu'il soit moins assisté, plus assisté justement au contraire par rapport aux dernières années, c'est aussi relatif au jeu off-ball qui pouvait être lié à ça, au cut, etc. Et donc ouais, je pense que si on doit se tourner vers le classement, je le mettrais assez haut, je pense. Enfin, je sais où, non, c'est encore une fois c'est juste par rapport à mes discussions avec Oscar que je dis ça. Il y a Kevin Durant qui est 11e. Est-ce que non, je sais pas. Je le verrais bien aux alentours d'un Chris Brown, Jaden McDaniels. Là comme ça. Alors Christian Brown, ouais, donc on a Christian Brown, McDaniels un peu au-dessus, Lou Dort. Ouais, comme point de repère, j'avais un peu Austin Reeves en fait. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Austin Reeves et Powell, peut-être des points hauts à pas dépasser, ou ça me va de le mettre un peu en dessous. Enfin, quoique. Tu me diras, il y a quand même un peu plus de défense, hein, chez Bill que chez Reeves ou Powell. Non, mais à peu près dans cette zone-là. Mais si ça te va, on peut le caler par ici. Ça peut être pas mal. Par rapport à Josh Hart, qu'est-ce qu'on fait par rapport à Josh Hart? Moi j'aime bien le joueur, je le trouve alors oui c'est sûr il est pénalisant pour le spacing où, on l'a vu en playoff, c'était la solution qu'avait Détroit pour mettre Duren sur lui et du coup pouvoir se décharger un petit peu de la pression ailleurs et utiliser Duren off-ball. Mais non, il y a une telle complémentarité, je trouve, avec le reste de l'effectif qui a été créé cette année. Sa capacité à défendre plusieurs postes, sa rapidité on-ball, son passing, etc. Je le valuerais beaucoup, surtout quand on voit les joueurs qu'il y a juste en dessous, comme MPJ, Lou Dort et McDaniels, qui sont assez unidimensionnels offensivement. Moi, je le trouve assez bien placé. Le truc, c'est que tu vois, Brown, je comprends la comparaison avec Brown.
Après, question de considération par rapport aux attentes et au statut, parce que en vérité, Bradley Beal, il y a quand même beaucoup plus de création que Brown, tu vois. Il y a un aspect où Brown, on se dit, on s'attendait pas à mieux, parce que c'était pas un mec qui a 50 millions par an. Donc on se dit, non, mais c'est cool, Brown, et c'est plus défensif. Alors que Bradley Beal, ok, il y a plus de volume de création, mais c'est un peu moins défense. Oui, mais pareil, du coup, quid de la comparaison Norman Powell avec Christian Brown, tu vois, qui est moins défensif aussi, et pourtant, il y a plus de volume, donc on se dit, il est un peu plus au-dessus, quoi, Norman Powell. Donc ouais, non mais ça me va, mettons-le là alors, mettons-le par là, très bien. Et donc petit quiz, nous sommes le 25 janvier 2025, et c'est un dunk contre son ancienne équipe de Washington. Mais qui est sur le terrain au moment de ce dunk de Bradley Beal, de retour dans son antre de Washington? Et on va dire Devin Booker. Oui. KD. Oui. Est-ce que Nurkic avait été tradé ou pas? Nurkic n'est pas sur le terrain, non. Pas Nurkic. Et Grayson Allen. Non, pas Allen. Et du coup, Nick Richards. Exactement, Nick Richards était là. Doit y avoir peut-être un des rookies, Ryan Dunn. Non. Royce O'Neal. Non, c'est plutôt un petit meneur. Tyus Jones. Exactement, Tyus Jones, Bradley Beal, Durant, Booker et Nick Richards. Et de l'autre côté Washington. C'est là que ça va devenir marrant. Le Jordan Poole. Poole est sur le terrain, oui, exactement. Alex Sarr. Oui, c'est lui qui s'est un peu dépassé et dunké dessus. Keyshawn George. Exactement, Keyshawn George, ouais. Bob Carrington. Non, un autre BC. Pas Bob Carrington, mais un autre BC. Pas blessé, hein. BC, les initiales de bien. Échangé contre Jarvis Walker le soir de la draft. Et je crois que sur le podium, il a une casquette des Pacers. Bilal Koulibaly. Exactement, Bilal Koulibaly. La pire chose de l'histoire de la NBA, c'est pourquoi est-ce que, quand on sait qu'il y a un trade, on n'échange pas les casquettes à l'avance. C'est insupportable. Photos, ouais. Alors qu'en plus, c'était pas tout le temps le cas, parce que sous David Stern, à l'époque, il y a une photo un peu mythique entre, c'est Vince Carter et je crois que c'est Anton Jamison qui s'échangent les casquettes devant les photographes comme ça. Donc bref, un peu nul, mais ok. Et dernier, pardon, excuse-moi, je pars sur des tangentes n'importe où, mais le dernier Washington est tellement bon que les Bucks qui veulent être candidats au titre sont dit on va le chercher. Ok, du coup c'est Kyle Kuzma. Exactement, c'est Kuzma, et oui. Et donc 5e et dernier joueur du jour, on peut passer à Stephen Curry. 32 minutes par match pour Stephen Curry, 70 matchs en 2025, 24 points, 6 passes de moyenne, 30% d'usage, donc un volume de star évidemment, énorme volume, et également plus 7% d'efficacité relative à la moyenne. Donc évidemment avec Curry, c'est toujours très efficace. Pour te lancer, on est quand même sur une saison qui a été un peu sauvée collectivement et même en termes de projet par le trade de Butler. Mais un Curry qui avait toujours été aussi intéressant jusqu'ici. Ouais, toujours Curry qui passe un petit peu au travers des âges et qui reste Steph Curry, même si il y a quelques nuances à apporter, je trouve, cette saison, avec quelques apparitions d'un début de déclin, notamment sur la capacité, encore une fois, à accéder au cercle. Où on voit qu'il a 58% de ses paniers qui sont insistés, et il y a vraiment une grosse chute par rapport aux années précédentes où il était plutôt à 40% les années d'avant, et je crois qu'il y avait des exceptions sur d'autres années, mais c'était parce qu'il y avait aussi KD qui était là, et donc c'est pas que pondérable à Butler. Je pense qu'il y a aussi des difficultés en plus qui arrivent avec l'âge et tout ce que le début de vieillesse entre guillemets importe, mais non, c'est toujours un joueur ultra valuable, la plus grande menace de gravité presque de la ligue, et des chiffres d'efficacité qui sont impressionnants, et puis une complémentarité surtout sur le parquet avec Butler qui a vraiment fonctionné, et vraiment super dommage de ne pas avoir pu les voir plus longtemps en playoff. Je pense c'est le plus gros regret que j'ai sur la saison passée, parce que je pense que j'étais très positif en tout cas sur
leur capacité d'aller gêner d'autres adversaires plus loin. Et ouais, vraiment le duo avec Butler, que ce soit sur leur capacité qu'ont tous les deux à évoluer off-ball, à pouvoir créer aussi après un décalage, etc., etc. Donc vraiment une bonne saison, mais avec quelques nuances, je dirais. Bah après, c'est pas qu'une impression en général. Hein. Tu vois, tu regardes un peu à quel point l'équipe était bonne ou pas bonne post-trade de Butler. Je crois qu'ils étaient 3e, 4e meilleur net rating de NBA. Donc, grosso modo, ils carburaient avec non seulement un des top 3 fonds de jeu, mais même en termes de chiffres bruts, on était sur un truc genre plus 9 ou plus 10 points par 100 possessions, ce qui est à peu près le score d'une équipe qui va en finale NBA ou plus, quoi. Donc c'était pas qu'une impression. Il y a vraiment un vraiment vrai truc et on l'oublie un peu, mais ouais, en fait, on a un candidat au titre qui est mort d'un coup, quoi, avec la blessure de Curry. Et pour le coup, pour moi, il y a un peu deux aspects sur sa saison. Le point de vue individual scoring, où en effet, il est un peu moins efficace que d'habitude, mais déjà, premièrement, moins efficace que d'habitude pour Curry, c'est juste que tu passes de premier all-time à juste, mince, je suis au-dessus de 99% des joueurs NBA, quoi. Pour le coup, tu vois, plus 7% relatif à la moyenne. Ça redevient un humain lambda. C'est ça. Et alors qu'on dit, c'est une de ses plus mauvaises saisons en scoring d'efficacité en carrière, plus 7 relatif à la moyenne pour 30% d'usage, pour un tel volume. C'est un truc que certains ne font jamais en carrière. Hein. Et je parle pas de certains, je crois que Paul George l'a jamais fait, je crois que, tu vois, des mecs de bon calibre, hein, qui vont jamais aller taper ce score. Pour lui, c'est son plus bas en carrière. Mais bon, il y a quand même, c'est vrai que le scoring commence un peu à glisser depuis 2 ans, notamment, parce que le drive commence un peu à glisser. Non pas que ça soit catastrophique, mais on est un peu moins génial qu'avant. Comme tu dis, l'âge, mais c'est marrant parce que 37 ans, il y a une époque, tu étais à la retraite depuis quelques temps déjà, tu vois, 37 ans. Et je parle pas d'il y a 40 ans, hein. Je parle de moi quand j'ai commencé à suivre il y a 10-15 ans, c'était impensable d'avoir un mec de 37 ans, ou alors quelques anomalies, mais t'avais personne à ce niveau de l'NBA, donc bref, l'âge commence un peu à affecter le drive, on est d'accord. Donc il y a le déclin léger sur son propre scoring, et après, je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve que ça n'affecte pas encore son impact collectif, en fait. Et que même si lui, il y a des drives qui ne va pas finir et que parfois le pull-up est à rentrer ou etc., il est seulement à plus 7% et pas à plus 20 comme il a pu taper parfois. Mais malgré tout, je trouve pas qu'il y ait une différence de respectabilité. Et donc, je trouve pas qu'il y ait une différence de comment est-ce que les défenses le traitent, même pas du tout en fait. Il y a toujours ce côté, dès que tu fais une prise à 2 dans le périmètre sur lui, t'es mort. Dès que tu fais une sortie d'écran et qu'il fait un split d'un côté, un split de l'autre, relocation. En fait, pour moi, ce que je veux dire, c'est que malgré la légère baisse d'efficacité sur son propre scoring, l'impact général autour, pour moi, ne change pas. Et donc en fait, on a toujours ce qui est, à mon sens, s'il n'est pas top 1, il est top 2, s'il n'est pas top 2, il est top 3, mais je crois que je m'arrêterai là. Moteur collectif de NBA, alors que c'est pas avec du passing, c'est pas lui directement qui va chercher l'ouverture, mais c'est un des meilleurs créateurs de décalage de NBA, et ce qui fait que tu vois, il y a un peu non pas ce paradoxe, hein, mais un peu ce décalage entre ok, son propre scoring est un peu moins bien, mais ça n'affecte pas sa vraie valeur, son vrai impact, qui est à quel point il arrive à générer des décalages, des avantages et donc des tirs ouverts pour ses coéquipiers. Ouais, exactement, c'est le fond de jeu des Warriors est basé sur ça depuis quelques années, leur capacité à générer du jeu rien que sur la menace que peut mesurer Steph Curry sur le 3 points, et puis surtout quand on rajoute Butler à ça, qui lui du coup est une menace de drive et de cut off-ball vraiment phénoménale, avec sa capacité à aller chercher des lancers francs, à finir au cercle avec puissance, etc. Donc je pense même que ça va presque rajouter encore un petit peu de menaces et de pression collective sur l'adversaire, parce que même si Steph Curry baisse un petit peu en niveau et en efficacité, comme on l'a dit précédemment, je pense qu'il faudra vraiment beaucoup de déclin, en tout cas un déclin marqué pas vraiment sur un court terme, mais au moins un moyen terme, pour que les adversaires puissent se dire ok, Curry il est dans une moins bonne forme, il a vraiment baissé, donc on accepte de ne plus monter sur des hard edge sur les écrans, qu'on arrête de le prendre un 2 systématiquement, etc. Même si factuellement nous on peut le voir sur le parquet, je pense que quand t'es un coach NBA, arriver à franchir le pas de se dire on ne traite plus Steph Curry comme le Steph Curry qu'il a été, je pense que ça risque de prendre du temps. Oui, et les seules équipes qui n'ont pas fait méga pression sur Curry en sortie d'écran, c'était un choix délibéré. C'était pas, tiens, on le craint pas, restons comme ça, pépère, voilà, on peut rester en drop, on va pas sortir très haut. Non. C'était des équipes, tu vois, genre les Rockets qui l'ont testé un peu en playoff, mais c'est un choix délibéré de dire, on fait confiance à notre premier rideau pour rester accroché.
Et on essaie de pas sortir haut parce que on sait que justement, si on sort haut, c'est fini quoi. C'est fini, la passe par-dessus, Draymond va chercher le décalage, le sombre, etc. Mais tu vois, il y a une différence entre une équipe qui base un peu une stratégie, je trouve, hein, sur Curry, mais parce qu'ils ont aussi des atouts très particuliers. Les Rockets, les Knicks aussi l'ont fait, mais parce que tu avais un McBride qui était impérial en défense du premier rideau. Il y a une différence entre ça ou la moyenne des joueurs, des équipes NBA qui se disent on le craint plus. Et ça, je te rejoins que pour l'instant, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Donc en effet, pour moi, la création de décalage est encore toujours fabuleuse. Et donc l'impact sur l'attaque, forcément, parce que c'est peut-être un des meilleurs créateurs de décalage de NBA, je pense. Dès qu'il est sur le terrain, dès qu'il y a ce mouvement, dès qu'il y a un peu un écran, une action, il va attirer des défenseurs et donc libérer des trucs pour autrui. Et après, il y a la défense. C'est peut-être l'autre aspect. On a parlé du drive, mais c'est peut-être l'autre aspect où le déclin un peu physique va commencer à affecter ici, même si voilà, ça fait longtemps qu'il se fait un peu cibler parce qu'il essaie le plus petit sur le terrain, etc. Mais j'ai pas trouvé non plus qu'on soit sur un Curry catastrophique ou extrêmement mauvais en défense. C'est juste qu'il se fait cibler, ok. Mais tu vois, c'est pas non plus un trou d'air faramineux, je trouve. Enfin, je sais pas ce que t'en penses. Non, je suis d'accord. Il a toujours de toute façon eu un moteur absolument dingue et du coup, je pense qu'il pourra toujours combler sur ses capacités de vitesse et de possibilités de rapidité off-ball, etc. Donc son gros moteur défensif aussi. Et puis il y a les schémas des Warriors avec beaucoup d'aide, etc. qui vont pouvoir le protéger, d'autant plus avec l'arrivée de Butler. Donc je serais pas effrayé, en tout cas, si j'étais un fan des Warriors là-dessus. Et je pense qu'il sera encore viable pour des playoffs l'année prochaine, sans trop de problèmes du côté défensif. Et donc, classement à présent, où est-ce qu'on imagine le Stephen Curry ? Est-ce qu'on met plus bas qu'il ne l'a pas encore été, du moins, dans la syllabe, je ne sais pas. Dans l'histoire de la syllabe, qui a 3 ans. Ouais, c'est vrai. Je le mets. J'aurais du mal à le descendre en dessous d'Anthony Davis, en fait. Ouais, tu vois, moi je voyais Ja Morant, je me disais. Non. Non, ouais, j'étais un peu plus haut, moi, carrément. Ou alors Davis, tu dis c'est ta fourchette basse. Non, c'est ça, en fait, je regardais jusqu'à où est-ce qu'on pouvait le descendre. J'ai vraiment Anthony Davis au max. Et je pense. Ça joue autour de Doncic, soit au-dessus de Doncic, soit en dessous de Luka par rapport à la saison un petit peu en deçà qu'a connu Luka. Je suis d'accord. Et par rapport à son importance prépondérante dans le collectif des Warriors, on l'a vu que dès qu'il a été blessé, voilà, le collectif a totalement changé. Donc ouais, ça tirait toi en dessous, au-dessus de Doncic? Oui, je pensais le mettre là aussi, entre Giannis et Doncic. C'est vrai que la bataille avec Doncic est intéressante les autres années, mais là c'est vrai que Doncic n'a pas fait une grande année. Avant de se blesser même, il était pas top. Mais tu vois, moi, l'évaluation positive, quand on prend en compte à quel point c'est un magnifique générateur de décalage et collectif, hein, encore une fois, pour moi, ça pouvait aller gratter même au-dessus. Vraiment, évaluation très positive, hein, de pourquoi pas Giannis et SGA, qui pour moi, c'est un peu le même chapeau, tu vois. Donc, je dis pas forcément largement au-dessus de cela, mais une pondération positive de Curry pour moi est dans ce chapeau-là, avec ces trois. On avait beaucoup hésité entre SGA et Giannis. Pour moi, c'est un peu bonnet blanc, blanc bonnet, sachant que Giannis, c'est hyper efficace, mais des limitations en termes de création collective, mais une défense d'intérieur. Et SGA, on connaît aussi un top score, mais un peu moins de playmaking, un peu moins de création collective et défense aussi pas au niveau de Giannis, qui a un intérieur défensif, évidemment. Mais je pense que ma fourchette haute pouvait aller dans ce groupe-là. La basse, je te rejoins, c'est un peu Davis. Et donc au milieu, ça me va de le mettre entre Giannis et Doncic, au final. Pour SGA et Giannis, il y a vraiment l'aspect défensif qui parle pour eux au-dessus de Steph Curry. Donc moi, j'aurais vraiment du mal à le mettre au-dessus de Giannis. Donc je pense qu'on peut s'accorder du coup à une 4e place provisoire, du moins. Je suis d'accord. Donc on aurait du Jokic, puis SGA, puis Giannis, puis Curry, puis Doncic, Tatum et Anthony Davis. Voilà à peu près pour l'instant le top combien du coup, le top 7, c'est ça? Le top 7 du top 85. Et donc justement, ah non pardon, je vais pas résumer. D'abord petit quiz. Tu croyais pas que t'allais échapper au quiz? J'ai failli l'oublier. Nous sommes le 1er mars 2025. Bon, les step back à 3 points, les tirs clutch, c'est un peu barbant. J'ai trouvé
le seul dunk, selon NBA.com, de la saison NBA 2025 de Stephen Curry. Et donc, qui est sur le terrain au moment de ce seul dunk de 2025 de Curry? On est le 1er mars contre les Sixers. C'est pas de chance. Oh, wow, ok. Donc, j'ai fait Washington et Sixers. Formidable. Exactement. Et bah, du coup, si c'est le 1er mars, on a Butler qui doit être là. Il est pas sur le terrain présentement. Ok. Et bah, Draymond Green. Oui. Buddy Hield. Exactement. Il doit y avoir aussi Moses Moody. Exactement, oui, tout à fait. Et puis Quentin Post. Non, mais un autre joueur un peu hipster comme ça. Et bah du coup ça doit être Tracy Jackson Davis. Non, encore un autre. Ok. C'est un intérieur toujours? Oh, poste 3, assez gros, qui joue poste 4 dans les faits, on va dire. C'est un 2e année, il s'est fait drafter 55e en 2022. Donc il n'est pas venu de suite en NBA. Guy Santos. Exactement, c'est Guy Santos, tout à fait. Et côté qui alors? Côté Sixers. Bah, j'ai comme tenté Maxi, même si je sais qu'il a pas joué beaucoup de matchs. Oui, il est là. Maxi est là. C'est déjà ça. Doit y avoir Yabusele. Oui, exactement. Ok. Qu'est-ce qu'on avait un des frères Martin, je les confonds toujours. Alors lequel? En plus, ils ont 2 prénoms qui commencent par C, c'est vraiment pas pour nous aider. Autant les frères Maurice, j'y arrivais un petit peu, mais là, et bon, on va dire Cody pour. Non, c'est pas Cody. C'était l'autre, du coup, c'est Caleb. C'est pas Caleb non plus. En fait, les deux, ils sont pas là. Non, justement, on est le 1er mars, donc Caleb a été échangé. Ah oui, c'est vrai. Caleb a été échangé contre eux. Je ne sais plus. Quelqu'un qui vient de résoudre sa situation contractuelle aujourd'hui ou hier. Quentin Grimes. Ah oui, il est parti au Mavs. Exactement, Quentin Grimes, tout à fait. Et ok, donc du coup, il va me manquer du monde à l'intérieur. Adam il manque Bona. un podcasteur fou, mais moins fou que Michael Porter Jr. quand même. Ah, Paul George, il jouait encore. Okay. Exactement, Paul George est sur le terrain à ce moment-ci, ouais. Et le dernier était un top 5 lycéen de sa QV à l'époque. Il est passé par Kansas. L'époque où tu avais 5 ans, en 2015. Passé par Kansas, et je crois qu'il a joué avec Bradley Beal, du coup. Ah ouais, pourquoi j'ai un trou Mais ce n'est pas Kelly Olynyk, c'est... Kelly Oubre. Ah mais oui, mais forcément. Kelly Oubre, oui, Kelly Oubre. Aïe. Exactement. Kelly Oubre qui est sur le terrain. Et bah oui. Bon, le choc, quand même, un coup de choc sur Sixers de Washington, ça va. Il y a pire dans la vie. Mais donc je récapitule pour cet épisode, on a parlé de Stephen Curry qu'on a inséré à la place numéro 4 entre Giannis et Luka Doncic. On a parlé aussi de Isaiah Hartenstein qui est autour de la 40e place à peu près. On l'a mis entre Miles Turner et Porzingis. Un peu plus bas, Bradley Beal, niveau Norman Powell, Josh Hart, Austin Reeves à peu près dans cette zone-ci. On a également inséré Stephen Castle qui est beaucoup plus bas sur la fin de classement à côté de Jrue Holiday. Lui aussi un créateur peu efficace mais défenseur on va dire en 2025 et puis un peu plus bas, juste un peu plus bas à quelques places près, Dyson Daniels au niveau de Dylan Brooks. Et donc voici pour cette QV, ma foi une belle QV pour le coup, mais en tout cas je te remercie beaucoup Enzo d'être passé pour la première fois sur le Basket Lab et pour ce top 100. Et bah merci à toi, c'était très cool, content d'être passé de l'autre côté du top 100 pour une fois et puis vraiment un grand plaisir. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. Et donc voici pour une nouvelle QV, encore une, le classement avance petit à petit. N'oubliez pas aussi qu'il y a toujours un peu de décalage entre les réclamations sur le Discord ou un peu partout et quand on peut en parler dans le podcast, puisque évidemment il y a un peu un côté enregistrement un peu en amont pour avoir un peu un par jour, je peux pas le faire le jour même, donc voilà. Notamment on parlera plus tard des recommandations, des retours qui ont été faits sur le classement, donc ça devrait arriver, c'est juste que ce petit décalage d'enregistrement et puis vous dire aussi que je rappelle, si vous n'êtes pas sur YouTube, on fait en ce moment une série de scouting sur Victor Wembanyama, nos fameux 30 Wemby en 30 jours, même s'il va falloir qu'on le fasse en moins de 30 jours cette année, on a commencé un peu tard, mais voilà, un peu de scouting pour se revivre un peu la saison et l'évolution de Wembanyama année numéro 2, on l'avait déjà fait année numéro 1, donc tout ceci c'est sur YouTube et sinon nous on va se retrouver demain pour l'antépénultième QV du top 100 de la syllabe, puisque demain on va parler de Derrick White, de Lauri Markkanen, de Dorian Finney-Smith, de Brook Lopez et de Anthony Edwards pour cet épisode 18/20.
Et donc, sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de nous avoir écouté jusqu'au bout. Un grand merci à Enzo d'être passé sur le Basket Lab. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.